Vous êtes sur CCTV Français, bonjour à tous. On commence sans plus tarder avec les titres de cette émission. Au deuxième jour de la trêve en Syrie, le cessez-le-feu est remis en question par les nombreuses parties du conflit, chacun accusant les autres de violer l'accord. En Somalie, dans la ville de Baidoa, au moins 40 personnes ont été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires. En Chine, le taux de chômage urbain est à peu près stable et l'objectif du gouvernement est d'étendre le système de sécurité sociale. L'Union européenne doit décider cette année si la Chine répond aux critères d'une économie de marché et la considérer comme telle. L'Algérie, en proie à la sécheresse, sans précipitation, les récoltes agricoles pourraient être compromises. À la une de cette édition, le cessez-le-feu en Syrie est remis en question par les nombreuses parties au conflit et chacun accuse les autres de violer l'accord. C'est pourtant le deuxième jour de trêve. Reportage. Les groupes terroristes ont effectué des dizaines de tirs de mortier dans la zone rurale qui entoure la côte à Latakié, selon l'agence de presse officielle dimanche. Elle ajoute que des bombardements ont eu lieu près de la frontière turque où les combattants d'Al-Nosra sont actifs. Mais les groupes d'opposition syrienne de Latakié disent le contraire, que le front n'a aucune présence dans la zone. Le groupe dit en revanche que les forces gouvernementales ont lancé des roquettes. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon, l'opposition parle de violations continuelles du cessez-le-feu par le gouvernement et ses alliés afin de saccager les efforts internationaux et mener à l'effondrement le processus de paix soutenu par l'ONU. La Russie déclare dimanche que le cessez-le-feu a été violé 9 fois ces 24 dernières heures, parlant plus particulièrement d'une attaque sur la ville de Tal Abyad, à la frontière turque. La version turque de l'histoire est que l'organisation État islamique a attaqué et capturé la plupart de la ville de Tal Abyad à la frontière avec la Turquie dimanche, provoquant des représailles de la part de l'aviation américaine. Un allié de l'opposition syrienne, l'Arabie saoudite, pointe du doigt quant à elle la Russie et le gouvernement syrien. Il y a eu des violations de la trêve par l'aviation russe et le régime. Et nous discutons actuellement de ce sujet avec les pays du groupe de soutien international à la Syrie. Et je pense que cet engagement envers le cessez-le-feu sera un important indicateur du sérieux du régime syrien. Il ajoute qu'il s'agirait d'appliquer alors un plan B au cas où le président syrien Bachar al-Assad et ses alliés n'étaient pas sincères à propos de la trêve. Il s'est toutefois refusé à donner plus de détails. La police somalienne a déclaré qu'au moins 40 personnes avaient été tuées dans des attaques contre 2 restaurants populaires dans la ville de Baidoa. L'un des restaurants a été ciblé par une voiture piégée et un kamikaze s'est fait exploser dans l'autre. Au moins 20 personnes sont blessées. Personne n'a revendiqué la responsabilité de ces attaques, mais le groupe Al-Shabaab a déjà réalisé de nombreux attentats similaires en Somalie. Le sommet de la mission de maintien de paix de l'Union africaine en Somalie, l'AMISOM, est d'une importance primordiale. Les Somaliens perdent confiance en l'AMISOM tandis que les Shabab multiplient les attaques meurtrières et la violence entre clans s'aggrave. Une série d'attentats a récemment été perpétrés en Somalie et l'une des plus meurtrières était contre les soldats kenyans qui font partie de l'AMISOM. Même si l'AMISOM a connu des succès, l'opinion publique s'est transformée. La majorité des Somaliens pensent que les soldats de l'AMISOM ne sont pas sincères dans la lutte contre les Shabab. La raison pour laquelle l'AMISOM perd petit à petit le soutien de la population locale, c'est parce que ces 22 000 soldats n'ont pas réalisé de grands progrès au cours de ces 9 dernières années. Des affrontements entre clans à propos de la propriété de terre continuent de se produire dans certaines régions et compliquent la situation en Somalie. La raison principale pour laquelle l'AMISOM n'obtient pas de résultats est les clans en Somalie qui s'affrontent pour acquérir le contrôle de certaines parties du pays.
Mogadiscio est une ville cosmopolite, elle a été facile à libérer, mais en dehors de la capitale, la MISOM doit faire face à des défis importants. La rivalité entre clans a fortement affecté les opérations de la MISOM. Les autorités cherchent des solutions et l'une des solutions proposées est d'intégrer les milices issues des clans à l'armée nationale. Cependant, cela prendra du temps et de l'argent. La Macédoine a brièvement ouvert sa frontière dimanche soir pour environ 400 migrants qui ont passé des jours à attendre de pouvoir la franchir depuis la Grèce. La police de Serbie et de Slovénie a scanné les documents des migrants, principalement des femmes et des enfants, avant de les autoriser sur le territoire macédonien. Les pays le long de la route des Balkans, incluant la Macédoine, ont imposé des restrictions de transit strictes pour réduire le nombre des nouveaux venus. Les restrictions dans les Balkans sont intervenues après la décision de l'Autriche de mettre en place une limite quotidienne qui a commencé le 19 février. Plus de 6500 réfugiés sont encore dans la ville grecque d'Idoménie. Ils attendent de passer les frontières. On passe à la Suisse à présent. Les électeurs ont rejeté le projet controversé qui prévoyait l'expulsion automatique des étrangers coupables de délits mineurs. Cette proposition avait été initiée par l'Union démocratique du Centre, parti d'extrême droite qui souhaitait rendre la Confédération plus sûre. Zurich jouit certes d'une image de tranquillité, mais dans tout le pays, on a récemment constaté un sentiment de malaise autour des bureaux de vote. L'enjeu, une proposition de loi permettant l'expulsion automatique sans aucune possibilité de procédure d'appel de tout étranger ayant commis 2 délits mineurs. D'ailleurs, la campagne d'affichage choisie par l'Union démocratique du Centre présente un mouton blanc donnant un coup à un mouton noir, l'expulsant ainsi hors des frontières. Un choix pictural ayant entraîné un flot de critiques pour son caractère raciste. Le projet correspond à une extension de la loi signée en 2011, un texte qui prend pour cible les étrangers coupables de graves infractions. Mais pour certains électeurs, cette nouvelle mouture va trop loin. Cette fois, elle ne s'attaque pas seulement aux vrais criminels, elle cible tous ceux qui n'ont pas de passeport suisse pour qu'ils partent. Et c'est toute la différence. Et cette fois, je crains que certains ne comprennent pas cette différence. C'est un ajout qui, à mon avis, n'est pas nécessaire et qui est dommageable à notre pays, à la population, à sa réputation, et ce n'est pas une solution appropriée. Elle n'améliorera pas la sécurité. C'est une mauvaise solution. Pour les opposants, le texte met en place un système judiciaire à 2 vitesses, injuste pour les étrangers qui représentent jusqu'à 25% de la population de la Confédération helvétique. Alors que les membres de l'Union démocratique du Centre se réunissaient à Einsiedeln, à 50 minutes en train de la capitale Zurich, il apparaissait évident que la proposition serait rejetée. Cependant, l'extrême droite suisse estime que le débat est maintenant ouvert. Depuis 2000, la question de la criminalité étrangère est soulevée. La quantité de crimes commis par des étrangers augmente énormément et ce qu'il y a de positif aujourd'hui, il semble y avoir un consensus, même avec nos opposants, sur le fait qu'il nous faut des procédures plus strictes face aux criminels étrangers. D'autres partis politiques considèrent le rejet de la loi comme une preuve de bon sens. Oui, nous sommes soulagés parce que d'abord la victoire est très large, très nette, et puis elle est aussi le signal d'une certaine maturité. Le peuple suisse, très massivement, a décidé de privilégier l'état de droit, le recours à un juge lorsqu'il y avait des décisions aussi graves. Ici, en Suisse, ils sont nombreux à être soulagés que cette proposition ne puisse pas devenir une loi, alors que plusieurs milliers de migrants et de réfugiés se dirigent chaque jour vers l'Europe. Ce référendum soulève à nouveau la question de l'intégration et de l'assimilation des étrangers, une question à laquelle l'Europe tente tant bien que mal de répondre. Et on passe sans plus tarder au monde de l'économie, présenté par Elsa Suru. Bonjour à tous. Les participants à la réunion des ministres des Finances du G20 qui vient de se conclure à Shanghai ont déclaré dans un communiqué publié dans la foulée que la reprise économique mondiale échouait à répondre aux objectifs de croissance équilibrée et durable. Les 20 pays membres se sont engagés à utiliser tous leurs outils politiques pour renforcer la confiance et pousser la reprise. Le communiqué a précisé que la politique monétaire seule n'était pas suffisante. Les membres ont indiqué qu'ils accorderaient la priorité à la mise en œuvre de stratégies ajustées de croissance nationale en 2016, avec une production qui devrait croître de 2% d'ici 2018.
Les banques multilatérales de développement seront encouragées à prendre des actions conjointes pour démontrer leur engagement dans les investissements en infrastructure. Les participants ont en outre spécifié qu'ils demeureraient engagés à la mise en application dans les délais des réformes financières convenues. En 2015, les nouveaux emplois urbains en Chine se sont stabilisés à 13 millions, soit une légère baisse de 0,8% par rapport à la même période l'année précédente, selon le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Lors d'une conférence de presse ce matin, le ministre Yin Wenmin a déclaré que le taux de chômage urbain se situe un peu au-dessus des 4% et reste stable. Il a ajouté que cela s'était fait en même temps que la réforme économique structurelle de la Chine et que la valeur de l'industrie du service a dépassé les 50% pour la première fois l'année dernière. Mais les défis de 2016 sont les suivants. Une surcapacité dans certaines industries, un ralentissement économique et davantage de diplômés posant problème à l'emploi de cette année. Yin parle également du système des retraites, disant que du progrès a été réalisé, mais que la Chine avait encore besoin de réformes. Le système chinois des retraites couvre à présent 850 millions de personnes, sans compter les étudiants et les très jeunes enfants. Près d'1 milliard de personnes devraient être couvertes par ce système, ce qui signifie que notre couverture est de 85%. Il s'agit de la plus grande pension au monde. Et le système des retraites pour les employés a été ajusté pendant 11 ans consécutifs, passant de 700 yuan en 2005 à près de 2200 yuan l'an dernier. Le plus grand défi pour le système des retraites à Chine est sa population en vieillissement. Avant, près de 3,3 employés soutenaient un retraité. Aujourd'hui, c'est 2,9 personnes qui en soutiennent un. La Chine pousse à présent les réformes afin de résoudre ce problème. L'Union européenne a jusqu'au mois de décembre pour décider de traiter la Chine comme une économie de marché, selon les règles de l'Organisation mondiale du commerce. Jusqu'à présent, plus de 80 pays, dont la Russie, la Nouvelle-Zélande, Singapour et l'Australie, ont reconnu ce statut à la Chine. Mais Bruxelles subit la pression de certains États membres de l'UE qui craignent que cela ne nuise à certaines industries locales. Lorsque la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001, il avait été entendu qu'elle pourrait toujours être considérée comme n'étant pas une économie de marché, ce qui exposerait potentiellement ses exportations à de lourds droits de douane à l'importation. Cette clause expire en décembre de cette année et Bruxelles a lancé une étude d'impact pour décider si elle allait accorder à la Chine l'entier statut d'économie de marché, comme le requièrent les règles de l'OMC. La Chine est seulement une économie de marché comme l'Europe. Ce sont toutes les deux des économies mixtes avec des entreprises compétitives. Des deux côtés, certaines d'entre elles peuvent être des entreprises d'État. Mais au final, elles sont des économies de marché dans la plupart des secteurs. Maintenant, pour parler franchement, la question est plutôt non pertinente parce que nous avons tous accepté il y a 15 ans que la Chine sera traitée comme une économie de marché. Certains États membres résistent au changement. La crainte que donner à la Chine le statut d'économie de marché pourrait nuire à des industries locales, dont celle de l'acier, a fait défiler des milliers de salariés et les patrons de la sidérurgie dans les rues de Bruxelles ce mois-ci. Les organisateurs ont déclaré que c'était l'une des plus grandes manifestations dans l'histoire de la sidérurgie européenne. Les salariés de la sidérurgie de plus d'une dizaine de pays européens sont venus exprimer leurs inquiétudes devant le siège de l'Union européenne à Bruxelles. Nous leur demandons de refuser l'octroi du statut d'économie de marché pour la Chine. Mais l'acier et d'autres différends concernant le dumping, c'est-à-dire l'exportation d'un produit au-dessous de son coût de production, ne sont qu'une petite partie des relations commerciales les plus importantes du monde. C'est moins de 1,5% du commerce Union européenne-Chine qui est affecté par la législation anti-dumping. Et donc probablement, le facteur le plus important cette année est de s'assurer que le tableau général n'est pas perdu de vue. À savoir que la plupart des échanges entre l'Union européenne et la Chine se déroulent très convenablement, sans aucun problème majeur d'un côté ou de l'autre. Certains prédisent que l'Union européenne optera pour un compromis typique sur le problème du statut d'économie de marché. Je pense que le statut d'économie de marché sera accordé, mais qu'il y aura aussi des conditions basées sur la législation anti-dumping que la Commission européenne va probablement introduire. Beijing pourrait toujours protester d'une telle décision devant l'OMC et contesterait certainement un rejet complet si celui-ci devait avoir lieu.
Dans cette affaire, la Chine devrait nous poursuivre devant le tribunal de l'OMC où nous aurions la garantie de perdre. S'il y a trop de résistance, certains analystes pensent qu'une commission européenne contrariée pourrait simplement dire non, afin que l'OMC statue clairement, de sorte que les 28 États membres de l'UE soient contraints de se ranger derrière cette décision. Voici à présent les performances du jour des principales places financières asiatiques. Les bourses chinoises ont terminé en baisse lundi. L'indice composite de référence de la bourse de Shanghai des actions A a clôturé à 2812,80 points, en baisse de 2,86%. Et l'indice des actions B a clôturé à 339 points, en baisse de 3,72%. L'indice de la bourse de Shenzhen des actions A fini à 1717,99 points, soit une baisse de 5,38%. L'indice des actions B a clôturé à 1094,86 points, en baisse de 2,72%. L'indice Nikkei de la bourse de Tokyo a fini en baisse de 1%. La journée de lundi pourtant commençait sur une note positive en raison du changement de direction du dollar face au yen. Nous enchaînons tout de suite avec les taux de change, les prix du pétrole ainsi que ceux des métaux précieux. Le très attendu parc Disneyland de Shanghai va ouvrir sa billetterie d'ici la fin du mois de mars. Les ventes devraient être spectaculaires car le secteur du tourisme connaît une rapide progression. Disneyland Shanghai va finalement ouvrir ses portes à la fin juin après 5 ans de préparatifs. Les tickets vont commencer à être vendus le 28 mars à 499 yuan pour le jour d'ouverture. Beaucoup des attractions de Disneyland Shanghai ont été faites sur mesure avec des thèmes chinois. Je pense que l'industrie chinoise du tourisme a évolué de façon saine ces dernières années et la période d'ouverture coïncide avec la tendance du marché touristique chinois. Nous avons également signalé que le marché du parc à thème chinois connaît une croissance rapide et nous sommes ravis de contribuer à cette croissance de l'industrie du tourisme chinois. L'investissement total dans Disneyland était de 5,5 milliards de dollars et ce fut juste le début du secteur touristique chinois. La Chine possède actuellement 14 parcs à thème et le nombre devrait atteindre les 60 d'ici 2020 avec un investissement total de 24 milliards de dollars. Par exemple, les studios Universal vont entamer leur construction à Beijing et aussi le parc Safari Shimlong de Guangzhou. Tout cela attire des milliards d'investissements. Tous ces investissements arrivent lors d'une tendance à l'expansion de l'industrie touristique de Chine. Les chiffres montrent que l'année dernière, le revenu du tourisme en Chine a dépassé les 4 000 milliards de yuan. Et cela compte pour plus de 10% de l'économie du pays. Tourisme toujours. Les logements présentant des caractéristiques locales deviennent de plus en plus populaires auprès des touristes. Cette tendance est encouragée par les sites internet de partage de logements tels que Airbnb ou Tujia.com. Une étude montre que la réservation de logements en ligne a plus que doublé en 2015 en glissement annuel. Ce secteur devrait atteindre plus de 10 milliards de yuan. Monsieur Yang a transformé sa cour carrée pékinoise traditionnelle en petite maison d'hôte. Il a même peint lui-même des dragons à la main pour donner à ce logement un aspect traditionnel chinois. J'ai eu l'impression d'être comme chez moi quand j'y ai pénétré la première fois. Je me suis sentie très à l'aise, très confortable, avec ces jolis thèmes très chinois et cette saveur typiquement pékinoise. Monsieur Yang a posté son offre de logement en ligne sur des sites tels que Tujia.com qui a réussi à attirer plus de 400 millions de dollars au cours des 2 dernières années. La valeur de Tujia.com est à présent estimée à 1 milliard de dollars. Il ne s'agit pas d'un concept hôtelier traditionnel, il possède ses propres éléments distinctifs. Il colle bien avec les besoins actuels des touristes qui adorent le style bed and breakfast. Les sites de réservation de logements en ligne ont vu la croissance de leurs investissements exploser en 2015. Selon des données provenant de la société de consultation eResearch, le volume des transactions dans ce secteur a atteint les 4,3 milliards de yuan, soit un bond de 122%. Ce nombre devrait atteindre les 10 milliards de yuan d'ici 2017.
Agriculture pour terminer. Après plusieurs mois d'absence de pluie, les agriculteurs algériens appréhendent une nouvelle sécheresse. Le déficit pluviométrique et les températures douces qui ont marqué les 3 derniers mois en inquiètent plus d'un. Une situation qui a engendré de nombreux problèmes de travaux agricoles, notamment l'assèchement des sols en surface. Les agriculteurs sont ainsi les premiers à souffrir de cette situation problématique. Labourer les terres devient très difficile et les nouvelles cultures peinent à pousser et à se développer. Cette année fut exceptionnelle. Des mois d'hiver très doux, sans pluie ni neige. Mais la sécheresse inquiète le monde agricole, même si la cote d'alerte n'a pas encore été atteinte. Une sévère sécheresse sévit sur la plupart des régions du nord de l'Algérie, suscitant l'inquiétude des paysans qui commencent à être envahis par le doute. Le manque de pluie est accompagné d'une remarquable douceur avec des températures très élevées pour la saison, faisant de ces mois les plus doux dont se rappellent les opérateurs du secteur agricole. De nombreux experts soulignent que la raison principale de cette sécheresse s'explique par le réchauffement climatique. Donc, ces 3 dernières années, concernant les températures, donc on a remarqué une augmentation des températures, surtout en termes de fréquence du nombre de jours dépassant un certain seuil. Par exemple, cet été, les températures au-dessus du seuil de 32 degrés Celsius. Donc c'est tout le mois de juillet qui a été au-dessus de 32 degrés Celsius. Alors que pour les précipitations, donc on a une tendance à la baisse et surtout ces dernières années. L'inquiétude est d'autant plus grande que ce manque de pluie survient à un moment crucial de la saison, celui où la température commence à monter, alors que les plants ont besoin d'eau pour assurer un bon développement. C'est la menace la plus redoutée chez les agriculteurs, la sécheresse de fin de saison, qui peut transformer une saison prometteuse en cauchemar. C'est en cette période, à savoir l'hiver, que le manque d'eau serait fatal pour les récoltes. En effet, le manque d'eau a influé sur les prix des fruits et légumes au niveau des marchés. Cette année est très différente des années précédentes en termes de précipitations. Il pleut rarement, le climat est chaud, comme si nous étions au mois d'août alors que nous sommes en février. Cela a conduit à une hausse des prix des légumes et des fruits. Nous sommes très inquiets en raison de ce manque de pluie et de la hausse des températures. Des tremblements de terre se produisent aussi de temps à autre. Le climat de cette année sera inscrit dans l'histoire. Le monde de l'économie est maintenant terminé. Je vais laisser le soin à mon collègue Yves de clore ce journal. Yves, c'est à vous. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Je vous retrouve tout à l'heure pour le prochain journal.